Bienvenue sur les clés du discernement. Aujourd'hui, on va aller plus loin dans les outils de contrôle de masse et on va notamment exposer ce qu'est le marketing des idées et comment il est utilisé, comment il a été utilisé de longue date pour un contrôle mental de masse. Alors, allons-y. Donc, continuons à explorer toutes ces stratégies d'enlisement des luttes émancipatrices qui sont utilisées pour que surtout rien ne change et rien n'avance, à part bien évidemment certains types d'agendas technologiques, très transhumanistes, qui avancent, hein. Bon, si vous n'en êtes pas convaincu, allez écouter d'autres discours, allez vous distraire sur d'autres chaînes YouTube. Donc le meilleur des mondes, c'est pas demain, c'est en ce moment même, parce qu'il est tout à fait évident que le monde dans lequel nous vivons, si on en avait parlé il y a ne serait-ce que 20 ans, par exemple, quelqu'un qui parlait d'une valeur mondiale, on le prenait pour un fou, etc. Vous voyez comment ça se passe. Donc c'est vraiment par l'insémination discrète de nouvelles idées que tout le monde se réveille complètement ailleurs, sans même s'être rendu compte qu'il y avait des grandes transitions qui arrivaient. Alors comment elles arrivent, ces grandes transitions? Par des stratégies marketing. Prenons l'exemple des technologies maintenant que nous utilisons tous, hein, qui sont largement répandues, même en Afrique, hein. Ils n'ont pas d'eau potable, pas de quoi se nourrir correctement, se vêtir correctement, s'éduquer correctement, se soigner correctement, ni de route praticable, mais ils ont tous, enfin les hommes, hein, un téléphone portable pour payer. Donc ça commence dans l'entre-soi des petits salons élitistes où on brainstorm plein de petites bonnes idées, et puis par le jeu de la désirabilité sociale et d'ascension sociale, hein, qu'ils ont programmé en nous, ça finit par se répandre et par se propager à toute la population. Notez bien le caractère viral de la stratégie, c'est important pour la suite. Bon, ils commencent à tester sur la population normale qui leur sert de cobaye, hein, toutes leurs nouvelles petites trouvailles chimériques, hein. Et puis bon, une fois qu'ils sont bien sûrs, ils ont un prototype que bon, les plus aisés, les plus riches, hein, vont pouvoir utiliser. Donc évidemment, chez nous, ça va d'abord être les femmes les plus aisées, les mieux payées, qui vont avoir recours à l'utérus artificiel, hein, pour ne plus avoir à s'encombrer avec une grossesse, hein, et pouvoir totalement rester dans la lessiveuse du système capitaliste. Donc là, on sera à ce moment-là vraiment dans le meilleur des mondes, hein, tel que décrit. Hein, effectivement, là, on aura l'égalité entre les hommes et les femmes, hein. C'est d'ailleurs certainement pour ça que les idées des féministes radicales, hein, sont totalement piratées actuellement par les TEDx Talk. Il y a de plus en plus de gens, des hommes, des femmes, qui montent au créneau pour nous vendre les idées que les féministes radicales n'arrivent pas à faire entendre depuis plusieurs décennies. On peut vraiment se demander, tiens, pourquoi? Et c'est qu'ils doivent avoir fait des avancées dans l'ectogénèse. Et effectivement, c'est le cas. Voir ma vidéo précédente. Donc on va commencer avec une petite mise en bouche sur la campagne publicitaire de la banque HSBC que j'ai vue à Roissy Aéroport en 2012. Regardez bien chacune de ces images. Tout le plan est exposé. On commence soft avec un lieu commun, l'héritage, vestige de l'ancien régime que personne ne semble remettre en question. Il faut dire qu'ils sont forts pour nous vendre l'idée d'égalité et que tout le monde un jour peut-être pourra être au sommet de la pyramide. Oh, l'ubérisation de la société, le statut auto-entrepreneur révisé par Monsieur Macron va permettre à chacun enfin d'être son patron. Allez voir la critique de Bernard Friot qui défend le salaire à vie contre le revenu de base, hein, sur ce sujet, donc que je sois d'accord, hein, ni avec l'un ni avec l'autre, mais la critique de Bernard Friot sur le revenu de base, hein, me semble juste. Quand on regarde d'où émergent les personnes qui veulent nous vendre le revenu de base, on est conduit à se poser quelques questions. Pour ma part, je pense qu'il s'agit simplement que les futurs sauvages du meilleur des mondes s'auto-déclarent.
En effet, le slogan du revenu de base, permettre à chacun de choisir son style de vie, donc ça ne sera pas le cas, surtout si on maintient l'héritage et qu'on sécularise la situation actuelle de recaptation de la plupart du patrimoine foncier entre quelques mains de rentiers et de possédants. Donc ce sera toujours les mêmes qui pourront continuer à profiter et à vivre de leur rente et de leur patrimoine, et ce sera toujours les mêmes qui devront continuer à travailler pour juste faire zéro à la fin du mois. Boum, il manquerait pas un peu des gens là, genre l'Afrique noire? Ah, pourtant, c'est la deuxième population la plus nombreuse après l'Asie. Ah bah c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'eau douce. Bon, en même temps, on l'a bien pollué avec tous les antidépresseurs que les Français bouffent pour tenir le choc au boulot. La pilule aussi, tout le monde la prend avec l'eau du robinet, les nitrates, tout ça, l'agriculture intensive. Enfin, à Paris, ils ont des solutions, hein. Paris, c'est la ville où la qualité de l'eau est la meilleure. Bon, on ne sait pas pourquoi c'est pas fait ailleurs. Je sais pas, réfléchissez. Ah ça, je pense que, les méthodes de désalinisation de l'eau de mer, ça va sûrement être vendu à l'Afrique, histoire de les endetter encore et de surtout jamais leur permettre de vraiment pouvoir se développer. Ah tiens, le green business, les agrocarburants, le code-barre. Ah bah, un poisson sans code-barre, ça a pas de goût. Oh, elle est bizarre l'abeille. Ah tiens, ses yeux. Ah oui, c'est des caméras. C'est vrai que la Chine s'est emparée de tous les marchés publics en Afrique en amenant ses propres esclaves pour ne pas avoir embauché ceux sur place. Il est sympa le nouveau monde qui émerge. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Matrix peut-être, c'était en 1999. Investisseur, je vois. Alors, explorateur. A priori, donc on n'arrête pas de nous dire que on n'a pas assez de ressources. Puis de toute façon, on a tout exploré. On a même la cartographie des fonds marins sur Google Earth. Donc, je comprends pas très bien. Il y a des explorateurs qui vont venir explorer une planète qui va mal. Ils viennent d'où et pour faire quoi? Ils vont investir dans quoi? Ouais, il vaudrait peut-être mieux commencer à avoir de la connaissance et s'éduquer. Donc j'en entends déjà se demander, oui, mais ces envahisseurs, aliens, extraterrestres, tout ça, mais pourquoi ils envahissent pas purement et simplement la planète? Alors je vous mettrai le lien vers un très bon article de Tom Montaul qui explique pourquoi. Sinon, songez à l'expression qu'on entend de plus en plus souvent, il faut gagner la paix. Mais oui, parce que quand on a tout détruit pour conquérir un territoire, ça c'est très cher après de reconstruire, c'est beaucoup mieux la propagande et de faire en sorte que les populations coopèrent et consentent à se laisser gouverner et à remettre leurs terres et leur vie entre les mains des envahisseurs. Donc, maintenir l'illusion d'un jeu démocratique est une absolue nécessité pour ce système. Et pour cela, il faut se doter de moyens de contrôle mental de masse et aussi éviter à tout prix la répression explicite manifeste. Parce que si on utilise trop le bâton et la répression, une masse critique de gens bien endormis pourrait commencer à se rendre compte que peut-être ils sont pas en démocratie, quoi. Donc, on manie le bâton avec parcimonie. Première stratégie aussi vieille que tous les empires connus, recruter parmi les dominés des personnes ou des courants de pensée alibis. Cette stratégie est la plus redoutable hein, parce que c'est la plus ancienne et qu'elle a toujours fonctionné. Elle a fonctionné pour maintenir l'esclavage, par le recrutement de contremaîtres noirs pour faire se tenir tranquilles leurs frères et sœurs en servitude. Elle a fonctionné également de la même manière dans l'industrialisation où des contremaîtres étaient recrutés parmi les dominés pour surveiller le travail des ouvriers sur les chaînes de montage. Et ça va très bien fonctionner aussi. Donc pour parmi les courants, tous les courants féministes, ne sélectionner que celui qui en fait ne remettait absolument rien en cause. Donc le féminisme libéral, hein, porté par des femmes dominantes d'un point de vue social, c'est-à-dire les épouses de personnes bien placées, etc. Donc là, on fait croire que la classe des femmes accède à quelque chose, alors qu'en réalité, c'est un jeu de dupes. Donc les Elisabeth Badinter, les Marcella Jacobs hein, ne sont pas plus féministes que moi je suis papesse. Ce qui détermine leur discours, ce ne sont pas qu'elles sont femmes, hein, mais qu'elles appartiennent à une catégorie sociale dominante et privilégiée. Quant au féminisme pro-sexe, qui est une évolution du féminisme libéral, qui déforme Mon corps m'appartient, donc j'ai le droit de le vendre, on peut mentionner Peggy Sastre, qui pense que la sexualité des hommes, de toute façon, est essentiellement violente et que le viol est une stratégie reproductive masculine hein, et que les femmes en tirent des bénéfices. Donc, bien qu'elle ait fait un doctorat en
philosophie et sciences, apparemment, ça ne remplace pas un double cursus en sciences dures au niveau doctoral, hein, et un master en psychologie, comme je l'ai moi-même fait, pour avoir une compréhension plus complète des choses. Donc elle est encensée comme une féministe progressiste qui a tout compris, donc s'il s'agit de brosser le système dans le sens du poil, hein, pour en tirer des plus-values, effectivement, elle a tout compris. Le phénomène de sélection, il existe. On l'a vu aussi dans le monde du travail, hein, avec au début du XXe siècle, donc ce qu'on a appelé le paternalisme, hein, la création de services pour les ouvriers, hein, écoles, habitations, bon, tout ça, c'était une stratégie en marketing pour obliger les paysans à quitter leurs terres, hein, sans quoi ils ne l'auraient jamais fait, pour aller travailler dans les usines. On le voit aussi donc plus récemment avec certains chefs d'entreprise issus de classes ouvrières, hein, qui sont utilisés dans les plans sociaux de licenciement. Ça se fait d'autant plus facilement qu'on se sert d'eux comme alibi en les présentant comme des patrons humains, puisqu'ils sont issus de classes ouvrières. Quoique le licenciement, c'est une stratégie qu'ils n'utilisent plus trop parce qu'elle coûte quand même un peu cher, hein. Là, en ce moment, depuis donc à peu près une dizaine d'années, ça va plutôt être la mise au placard, hein, et faire en sorte que les personnes qui gênent dans une organisation, dans une entreprise, se suicident et se suppriment d'eux-mêmes, hein. C'est ça l'orientation retenue, hein. Donc c'est pour ça que vous voyez de plus en plus à la télévision tout ça, hein, les phénomènes de suicide sur le lieu de travail. Pourtant, le suicide sur le lieu de travail n'est pas un fait nouveau. Beaucoup d'ouvriers se sont suicidés sur les chaînes de montage au cours du siècle dernier. Personne n'en a parlé. Donc ceci nous renseigne sur le niveau de tolérance à la transgression des stéréotypes, hein, ici de classe, hein, que le système souhaite programmer en nous. Comme la clique des médias est à la botte du pouvoir, hein, c'est eux qui jouent avec ce curseur, alors que ça devrait plutôt être notre propre conscience. Donc cette sélection, on l'a vu aussi dans les luttes syndicales, avec les syndicats jaunes, hein. Ce qu'on appelait les syndicats jaunes, c'était le syndicat en fait du patron. Ils étaient là pour, pareil, orchestrer une illusion de choix politique en termes de lutte syndicale, hein, mais en réalité, ils étaient payés par les patrons d'entreprise pour miner les débats, etc. Donc ça a vraiment existé. Il y a des sociologues, hein, Linhart, qui l'ont étudié. Ils ont écrit un bouquin qui s'appelle L'établi et qui est un compte-rendu en fait d'une infiltration de ces sociologues dans les usines Citroën. Je vous invite à aller lire ce livre, hein, il est tout petit, il se lit très bien, très vite, et on comprend beaucoup de choses, hein. Pour ce qui concerne les luttes syndicales, on comprend comment aujourd'hui, bon ben, il n'y a plus de lutte syndicale, hein. Je crois que c'est assez clair, hein. Les syndicats ne sont là plus qu'uniquement pour en fait préserver un jeu de pseudo-négociation, et en définitive, dans un système qui a réussi par l'aplanissement des organigrammes à rendre invisible la hiérarchie, les syndicats ne sont là uniquement pour renforcer en fait le pouvoir des patrons, hein. C'est très clair. Donc je résume la stratégie. Il s'agit soit de sélectionner des personnes parmi les dominés dont le système de valeurs peut être très facilement retourné, soit de sélectionner des courants de pensée qui ne remettent absolument rien en cause, voire même qui pourront être utilisés par la suite, hein, pour renforcer le discours, hein, de l'ordre établi, de manière à ce que personne ne se rende compte que ce système, de toute façon, a pour objectif de dominer tout le monde. L'immense majorité des gens, en tous les cas, quel que soit son sexe, quel que soit son genre, quelle que soit sa race, quelle que soit sa classe sociale ou son orientation sexuelle. Autre stratégie bien orchestrée, c'est d'organiser, parce qu'au niveau du timing et de la chronologie, ils sont vraiment excellents, hein. Ils vont donc organiser un petit peu en avance de phase leurs futurs agents de répression, de manière à ce que ce soit ces personnes-là, si vous voulez, qui fassent le sale boulot, quoi. Parce que rappelez-vous, ce qu'ils veulent éviter de faire au maximum, c'est d'être obligés d'entrer dans des répressions violentes, des répressions policières, voire même faire débarquer l'armée. Dans certains cas, ils sont obligés de le faire, mais ils essayent de pas trop communiquer dessus parce que ça les arrange pas du tout, quoi. Donc, comment ça se fait ça? Ça se fait beaucoup dans le champ des études universitaires, scientifiques, pour créer des courants de pensée qui s'affronteront
par la suite sur la scène publique. Donc c'est le cas du jeu d'opposition que j'ai étudié dans la vidéo précédente entre la théorie queer et les masculinistes. Donc la théorie queer, elle, c'est un piratage, un détournement des études de genre qui étaient faites par les féministes radicales, qui va jusqu'à inverser la réalité sociale des rapports sociaux de sexe. Puisque ces hommes qui prétendent qu'ils sont des femmes considèrent que les femmes, toutes les femmes de naissance, sont des dominantes. Et surtout les féministes radicales. Ils vont pas trop s'en prendre au lobby masculiniste comme SOS Papa, etc. Non, non, ce sont les féministes radicales qui sont les dominants juste au-dessus d'eux dans la hiérarchie, qu'ils doivent combattre selon eux. Puis parallèlement à ça, sont financés, par exemple à l'université de Cambridge, des études pour tenter de prouver que le viol, en fait, c'est quelque chose de naturel. Donc là, je fais référence à l'ouvrage Une histoire naturelle du viol de Randy Thornhill, qui vise à essentialiser l'irrépressibilité de la pulsion sexuelle masculine. Donc il s'agit de trouver des justifications dans le royaume animal du caractère violent de la sexualité masculine telle qu'elle se donne à vivre ou à subir plus exactement par les femmes. Du reste, on peut trouver autant d'études dans le monde animal qui vont prouver une chose ou l'invalider, mais bon, s'il s'agit d'être un peu sérieux là-dedans et qu'on prend par exemple nos plus proches cousins, les chimpanzés et les bonobos, eh bien on s'aperçoit que les bonobos sont quand même beaucoup plus pacifiques que les chimpanzés et que chez eux ce sont les femelles qui régissent l'ordre social. Mais plus généralement, on s'aperçoit que les espèces animales qui ont des structures matriarcales, comme les éléphants, sont les espèces les plus anciennes. Plusieurs dizaines de millions d'années, c'est pas rien, et parmi les faits qu'on trouve dans les recherches, plus la matriarche du groupe est âgée, mieux le groupe survit. Et les femelles protègent les plus jeunes, les femelles les plus jeunes des attaques des jeunes mâles qui ne savent pas maîtriser leur pulsion sexuelle, et en cas de trop fort abus, il est chassé du clan. Donc s'il fallait essayer de tirer des enseignements des autres espèces, on serait plutôt conduit à se dire qu'il serait urgent que le patriarcat s'arrête, effectivement, et que les femmes aient plus droit au chapitre dans l'organisation sociale. Mais ce qui est intéressant dans l'utilisation qui est faite par le patriarcat de ces études du monde naturel qui nous entoure, c'est l'incohérence qui règne, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de ne surtout rien changer à quelque chose qui les arrange, notamment l'irrépressibilité de la pulsion sexuelle masculine, là, ça les arrange de s'identifier aux animaux. Et lorsqu'il s'agit d'exploiter ces mêmes animaux, ce monde animal, ce monde naturel, là, c'est beaucoup plus intéressant de produire des théories et des discours visant à s'éloigner le plus possible des animaux. Donc c'est une incohérence flagrante que chacun devrait être en mesure de relever. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire là? En fait, le viol n'est pas un problème, puisque de toute manière, c'est un phénomène naturel. Donc là, il faudrait juste réfléchir un petit peu, parce que si on en est conduit à se comparer aux punaises et aux insectes pour justifier l'existence de viol, on peut prendre le système patriarcal à son propre jeu. Donc comme on a le droit aussi de dominer les animaux, et que là en fait, qu'est-ce qui nous explique? Les hommes sont des animaux, ils ne peuvent pas contrôler leurs pulsions. Bon, mais donc il faudrait qu'ils songent vraiment à passer la main en termes d'organisation sociale et de réflexion un peu plus haut de plafond aux femmes. Et pour conclure donc sur ce chapitre, nous sommes des animaux, c'est une demi-vérité. Nous sommes effectivement dans un corps physique animal. Mais c'est une demi-vérité, et comme toutes les demi-vérités, elle est dangereuse. L'antispécisme fait également partie de ces courants qui sont des leurs, en fait. Alors, c'est pas que j'estime que la souffrance animale n'est pas un problème. C'est un problème, il fait complètement partie, de toute manière, de cette fausse réalité de prédation dans laquelle nous sommes tous enfermés. Mais de ce qu'on peut en voir, les plus activistes deviennent très violents envers les personnes qui ne mangent pas comme eux. L'antispécisme est couplé en ce moment, par exemple, beaucoup avec le féminisme. Donc ça permet de miner la lutte féministe, la vraie lutte, quoi, émancipatrice, pendant qu'elles sont en train de penser à la cause animale, etc. Elles sont pas mobilisées sur d'autres phénomènes qu'elles continuent à accepter. Et puis je vous mettrai en lien un blog. Alors là, faut
par contre, il est en anglais, hein. Moi, c'est une femme qui a dû abandonner à cause de graves problèmes de santé, hein, le régime vegan, hein. Ça a été un véritable enfer et chemin de croix pour elle, hein. Et elle a décidé donc de faire un blog. Elle s'est retrouvée menacée de mort, hein, par d'éminentes personnalités de l'antispécisme. Elle dit clairement d'ailleurs que certains d'entre eux mangent de la viande, hein. Et c'est ceux qui font les plus grosses conférences pour recruter dans cette nouvelle école de pensée. Donc là, on est dans un moment où, avec toutes les technologies d'information, la possibilité de créer des nouvelles idéologies, elle s'est vachement accélérée, quoi. Avant, il fallait quelques décennies, maintenant, il faut quelques années pour avoir des millions, recruter des millions de personnes sur une cause, une nouvelle idéologie. Tout ça, c'est de l'orchestration pour que les individus n'atteignent jamais le centre, vraiment, de cette matrice d'enfermement dans laquelle nous sommes tous, hein. Nous et les animaux aussi, hein. Donc je vais être claire pour ce qui concerne l'antispécisme. L'antispécisme souffre du même problème, hein, que la théorie queer, hein, c'est-à-dire un égalitarisme, hein, la pathologie mentale de l'égalité arithmétique, qui confond l'observation d'un système et d'un monde ordonné avec l'exercice de structures hiérarchiques et autoritaires détenues par quelques-uns. Et d'ailleurs, dans l'antispécisme, comme chez les queers, ce sont principalement des hommes, hein, qui tiennent le crachoir. Le New Age, avec toute son imagerie bisounours sur la complémentarité du masculin et du féminin, etc. Tout ce message totalement lénifiant et dépolitisant pour les femmes, hein, que j'ai pu croiser, hein, dans ces milieux, hein, et qui restent mariées avec des personnes vraiment qui leur conviennent pas, etc. Donc participe à ça, hein. Ça permet avec toute cette idéologie, pensée positive, il ne faut pas être en colère, on pousse à une acceptation, en fait, bah, d'un ordre des choses qui ne va pas, quoi. Et donc ça devrait aller à l'encontre, hein, d'une authentique quête spirituelle, hein, qui, elle, l'authentique quête spirituelle, doit bien viser à reconquérir sa souveraineté, hein, en totalité. Donc sur toutes les couches. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, les corps subtils, bon, vous voyez, c'est beaucoup de travail, quoi. Enfin, dernier gros leurre qui relève de l'inversionnite, hein, comme la théorie queer, hein. Je vais mentionner les travaux du sociologue François Dupuy-Déry sur le discours de la crise de la masculinité, une rhétorique antiféministe. Donc, il s'est fait avoir, il le dit dès le début de l'article, hein, par le mythe de l'égalité déjà là, et le fait que le féminisme aurait tellement bousculé les hommes, qu'ils étaient psychiquement maintenant fragiles, et que bon, ils pouvaient s'en sortir en apprenant à redéployer, à reconquérir leur sensibilité, etc. Patati patata. C'est un discours New Age, hein. Donc le fait que même des universitaires, hein, et des scientifiques, hein, sont dans cette pensée New Age, hein, qui a été ensemencée au XIXe siècle, hein, sur la planète, hein, Société théosophique, Alice Ann Bailey, renseignez-vous, hein. Donc le fait que même des universitaires, des personnes supposément objectives, hein, se fassent prendre à ça, montre à quel point la programmation mentale est puissante. Donc sur ce sujet, il faut être clair, il n'y a pas de crise du masculin, pas plus qu'il n'y a de féminisation de la société. Il y a un renforcement, une consolidation au contraire, du pouvoir masculin. Les discours de crise du masculin, ça fait des siècles, si ce n'est des millénaires qu'on les entend. On n'a pas tous les matériaux historiques. Mais ils apparaissent à chaque fois que certaines femmes transgressent les stéréotypes de genre de leur époque. Donc on en trouve des traces notamment à la Renaissance. Donc c'est pas un fait nouveau. C'est un discours, donc la crise du masculin, qui permet de détourner les femmes de leurs préoccupations à elles, pour se mettre à prendre soin des hommes et écouter leurs plaintes. Et donc, ça mine d'autant plus, ça mine totalement
ce qu'elles ont à mener et à faire pour elles-mêmes, en tant que femmes. Donc là, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon, hein. Donc pendant que tout ce beau monde s'empoigne, que ce soit dans les universités, sur les plateaux télé, ou dans la rue, au cours de manifestations, et bien pendant ce temps-là, il y a un matraquage médiatique qui est fait pour donc maintenir des idées fausses. Donc j'espère que vous avez compris que la théorie queer est uniquement là pour permettre à un discours de crise du masculin d'émerger. Les cathos, quant à eux, sont là pour entretenir la confusion entre théorie queer et études de genre, puisqu'ils parlent de théorie du genre. Or, il n'y a pas de théorie du genre, il y a des études sur les stéréotypes de genre qui étaient menées par les féministes radicales et qui ont été usurpées par la théorie queer pour précisément qu'on n'aille pas trop loin dans la déconstruction des stéréotypes de genre. Donc c'est une usurpation pure et simple de la lutte des femmes pour s'émanciper du patriarcat. Tous ces petits jeux d'opposition sont tellement efficaces, c'est remarquable, qu'aujourd'hui, tout le monde croit à ce mythe de l'égalité déjà là, les hommes comme les femmes. Alors que les hommes y croient, parce que ça va dans leur sens de surtout pas faire trop d'efforts pour déconstruire quoi que ce soit, on peut le comprendre, mais que les femmes elles-mêmes y croient, là déjà ça invite à beaucoup plus s'interroger. Mais ce que ça dit, c'est qu'effectivement, le contrôle mental, les techniques de contrôle mental sont redoutables et qu'elles ont particulièrement bien fonctionné au cours du XXe siècle et actuellement. Parce qu'il est tout à fait clair qu'au XIXe siècle, quand on naissait femme, on ne pouvait pas ignorer qu'on était opprimé. Le patriarcat était manifeste. Donc tout ce qui a été produit en termes de contrôle global au cours du XXe siècle et maintenant, c'est l'intériorisation des barrières de la prison extérieure pour les transformer en prison intérieure, de manière à ce que plus personne ne se rende compte qu'il existe des barrières. C'est ça l'objectif. Et ça fonctionne. À moins qu'on ne comprenne ce processus et qu'on cherche du coup soi-même à le déconstruire de l'intérieur. Donc c'est pour ça que si on ne sort pas à un moment donné de ces stéréotypes, si on n'essaye pas de se voir soi-même dans toutes ces couches d'oignons comme un être entier qui n'appartient finalement à aucune de ces catégories, qui appartient peut-être à quelque chose de beaucoup plus vaste, il faut donc penser en termes de « et » inclusif. Et arrêter de, pour se simplifier la tâche, de tout voir à travers soit le genre, soit la race, soit la classe sociale. Cela dit, s'il y a bien une seule lutte qui doit être menée à son terme, c'est bien celle du genre. Quand on étudie les luttes émancipatrices sur d'autres critères, on s'aperçoit que en fait la première de toutes les dominations, c'est bien la domination masculine, et que toutes les autres types d'oppression ne sont que des sous-produits, ce ne sont que des déclinaisons de celle-là. En effet, quand on étudie l'histoire coloniale des Amériques, de la Polynésie, on s'aperçoit que pour légitimer cette invasion et l'appropriation des ressources et la mise en esclavage des populations, il y a toujours un discours qui a l'apparence d'une science qui est produit pour féminiser l'homme de la population colonisée, pour le faire apparaître comme étant plus féminin en regard de la virilité occidentale. Donc là, on parle de savoir situer, de regard androcentré occidental. Même une fois que la colonisation s'est arrêtée, il reste la domination économique qui laisse les populations complètement déstructurées et livrées à tout un tas de transactions, notamment de tourisme sexuel, qui va concerner aussi bien les hommes que les femmes. Donc ça, on le voit très bien, par exemple, en Polynésie française. Pour les peuples noirs, étant donné que c'est la résistance physique de ces personnes que l'Occident voulait s'approprier pour les faire travailler dans les champs de coton à l'autre bout du monde,
C'est tout un discours pseudo-scientifique visant à faire apparaître le peuple noir comme plus proche du singe qui a été déployé. Donc anthropométrie, taxinomie. Donc à l'époque, personne n'aurait songé à remettre en question le fait que l'homme avait le droit de dominer sur toutes les espèces animales et tout le royaume du vivant. Donc c'était là encore la garantie de faire passer le programme colonial sans problème, quelles que soient les croyances, l'éthique ou la morale d'une époque. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faudrait revenir aux structures sociales des sociétés dites primitives, parce qu'elles étaient elles aussi patriarcales. Simplement, c'était un patriarcat, on va dire, plus soft. Les religions monothéistes qui apparaissent il y a 3 à 4 000 ans ont permis de passer vraiment à un mode de domination beaucoup plus violent que ce qui se voyait dans d'autres sociétés patriarcales, mais cultivant quand même un art de l'équilibre et de l'harmonie de la vie avec sa biosphère. Donc les religions monothéistes, c'est simple, c'est une industrialisation à grande échelle du système de domination masculine, et nous sommes en train d'en voir l'aboutissement de ce projet commencé il y a des millénaires en ce moment. On ne résoudra pas les problèmes auxquels l'humanité doit faire face aujourd'hui avec des recettes du passé. Pas plus avec un matriarcat qu'avec un patriarcat, puisque ce dernier est vraiment fait partie prenante du problème. Donc il s'agit là d'être créatif, les femmes comme les hommes. Il va falloir faire preuve de créativité. Donc je fais le pari qu'il existe quand même des hommes qui seront capables de se déconditionner de leur réflexe pavlovien de dominant, et que quelques femmes seront également capables de se déconditionner de leur réflexe pavlovien de soumission. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.